mercredi le 24 septembre. Aujourd'hui, on est en direct et on se prononce. Est-ce qu'abolir l'écriture inclusive, c'est une bonne décision? On va s'en parler tout à l'heure. On souligne aussi les 50 ans de carrière de Pierre Houde, qui sera avec nous en studio. Mais on parlera pas des deux gars qui ont couru en fin de semaine le demi-marathon de Montréal, liés ensemble dans un costume de chien saucisse. Bon. Personnellement, j'aurais pris un costume de lévrier. Ça court plus vite. Bienvenue, on va se le dire. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, et nous avons un nouveau en studio. Et ça, c'est toujours un grand moment. Philippe Vincent Foisy, pour qui c'est la première visite, journaliste, auteur, chef d'antenne et tout. Est-ce qu'on a un conseil à y donner quand c'est notre Ta vie première? va changer. Oui, quand tu sors d'ici, après, il y a un avant. Et un après. Le monde ne te regardera plus de la même manière. Faut pas aller à l'épicerie après. Non. Non. Il manque de fromage, mais... Les enfants peuvent vivre ça. Ouais. Oui, oui. mais bienvenue. Puis ça, c'est rare, un journaliste qui débarque ici avec un livre sur la pêche, la chasse et tout ça. On va en parler tantôt, mais... Du jugement dans ce commentaire-là? Non, ça veut dire t'as plein de passion, Exact. tout autre tâche connexe, Voilà. univers foisonnant. Pour un Ben, journaliste. ben oui, j'aime ça, moi. Comment tu dis? J'ai dit, c'est rare pour un journaliste d'avoir des passions. Ah non, ils sont toujours plate. Oui, c'est Ah, mon Dieu! On a appris aujourd'hui quoi? Que ça fait jaser depuis tantôt, là, les pronoms inclusifs, tu sais, YEL, tous, et tout ça seront bientôt bannis de toutes les communications de l'État. Et là, Québec dit vouloir mettre fin à, là, je les cite, une confusion linguistique. Philippe Vincent, ça s'applique à... On parle des communications de l'État. Communication de l'État, ouais, les ministères et autres. OK. Il y avait la possibilité aussi d'amener ça dans les écoles. Hein. C'est On ça. avait eu le mix Martine, là, MX. On Oui. peut peut-être amener ça soit monsieur, madame ou l'enlever. Il y en a certains qui ont souligné l'incohérence aujourd'hui avec monsieur Robert en disant, bien, vous voulez amener le vous et le monsieur, madame. Là, vous dites, on n'est plus obligé de l'utiliser. Ouais. Mais il y avait de la confusion, il y avait de l'incohérence, disait Jean-François Roberge aujourd'hui, parce qu'on l'amenait, ce code-là, mais c'est pas tout le monde qui l'utilisait, puis c'est pas très utilisé dans le langage courant encore. Non plus. Ben, moi, Je pense que le gouvernement a décidé de prendre ce pas de recul-là dans un moment où ça fait beaucoup jaser, ceci dit. Hein, Oui. Aujourd'hui, toute Hey, la journée, on a c'est parlé fou. beaucoup de ça. Oui, t'allais dire, Marie-Pierre? Le toast, moi, j'avais jamais entendu ça. Il y a beaucoup de déclinaisons. Oui. Mettons qu'on se fait l'avocat du diable. Est-ce qu'on se dit bon débarras ou on dit qu'on fait un pas de recul? Ben, moi, je Je fais sais confiance aux pas. gens. Excuse-moi, je fais confiance aux gens. Ils ont tellement des bonnes idées. Par exemple, le vouvoiement, ils vont le faire seulement à partir de janvier, ce qui fait que tu as des classes qui commencent là, puis ils vont dire dessus à leur propre jusqu'au mois de décembre. Non. Alors, moi, je leur fais confiance. Moi, à l'école de mes filles, ça n'a pas embarqué, le Ben vouvoiement. non, Il va y avoir c'est des seulement en voûtes. janvier. Ben, je sais. Imagine, là, ça. Non, Ben non, ça marche Ben, pas. moi, ça me chicote un peu parce qu'il y a la partie inclusion que je trouve importante. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que ça crée une petite culpabilité. Moi, je sais, des fois, j'écrivais des textes, puis là, point, NE, mais là, il y a le S. À un moment donné, je savais plus trop comment inclure tout le monde. Je pense que là, on est dans une période de transition. C'est surtout, on veut essayer de trouver c'est quoi notre langage, qu'est-ce qui fonctionne en respectant tout le Ouais, monde. je comprends. Je suis un peu dans l'ambiguïté. Ouais, on Il y a le est... balancier aussi. C'est ça. On a été là, on essaie de peut-être trouver le juste milieu pour inclure les gens Ouais. dans le discours, mais aussi dire... Est-ce qu'en maintenant, on va trop loin? T'sais, moi, je me souviens en politique, on est tout le temps Canadien-Canadienne. Oui. Là, maintenant, c'est les Canadiens. Oui. Bon, est-ce que vous vous sentez moins exclu quand un politicien dit Canadien ou s'il disait Canadienne? Je sais pas. Je me sens pas moins excluse, mais je sais que je trouve que c'est une belle attention. OK. Quand j'entends des fois des politiciens ou des politiciennes qui vont dire citoyenne, citoyen, je fais comme c'est quand même doux. Fait que c'est pour ça que je suis encore dans l'hésitation. Juste l'impression qu'on n'avait pas trop... Parce qu'ici, on en a souvent parlé, je vais être honnête. Et puis, il y a certains invités, puis je sentais que ça les chicotait un peu. Ils me sentaient un petit peu plus rébarbatif à ça. Mais moi, comme lecteur, je trouve ça très difficile, je dois Oui, l'avouer. oui. Puis pour moi, c'est même pas un truc d'être contre l'inclusion. C'est juste difficile techniquement à lire, à exprimer aussi à l'oral. Tu sais, je trouvais que c'était un peu compliqué. Mais là, il y a beaucoup de mauvaises langues, peut-être aujourd'hui, ou des gens qui cherchaient des petits complots, mais qui disaient, bien, est-ce que la CAQ fait pas ça en ce moment pour détourner l'attention de certains commentaires négatifs? Mais Comment tu dis? un écran de Un fumée. écran de fumée. Mais là, c'est pas moi qui le dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il se passe beaucoup de Quand choses. tu es dans un accident de char... Même la c'est boucane ne difficile, cache c'est pas difficile. l'écran. Tu sais, quand l'arrière de ton char te dépasse l'autoroute sur la glace, en général, peu importe ce que tu tentes, C'est vrai. En même temps, je pense que la population est en grande partie d'accord avec ce que la CAQ fait dans ce cas-là. Tu sais, je me demande s'ils n'ont pas eu justement leur réunion de ministres puis ils ont fait...
C'est quoi la liste des affaires qu'on veut faire? Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire facilement? Qu'est-ce qu'on peut faire vite? C'est sûr que ça, c'est facile à appliquer. Ça, c'est facile. C'est un règlement. Ça s'applique tout de suite. C'est vrai. Puis ça marque des points politiques aussi. Fait que oui, on peut dire diversion. En même temps, François Legault est sorti ses médecins aujourd'hui. Oui. Fait qu'ils veulent que ce soit ça leur thème. On parle de sécurité publique. Il occupe beaucoup de place là, pour la rentrée en ce moment à la Quand même. En tout cas, c'est pas un écran de fumée. Non, j'allais dire quelque chose. Non, mais je vais dire non. Ça fait plus de 20 ans, on s'en va ailleurs. Tu sais, ça, c'est mon écran de fumée. Plus de 20 ans qu'Occupation Double est en ondes. Et pourtant, on a l'impression que plus ça change, Occupation Double, plus c'est pareil dans les maisons. Je parle des maisons dans l'émission. Là. Les gars qui s'amusent entre eux de leur côté, les filles se chicanent pour l'attention de ces gars-là dans l'autre maison. Est-ce qu'il y a 20 ans, c'était ça, Marie-Pierre, la dynamique? Mais c'est la même chose. C'est la même affaire, c'est ça. Oui, moi, dans ma maison de filles, là, le char était pogné, on se tirait les cheveux. Non, c'est pas vrai. mais on se chicanait. Oui. Puis les gars, eux autres, c'était le bromance, ça s'aimait, c'était la belle camaraderie, tout se passait bien. Je pense que, oui, plus ça change, plus c'est pareil, mais malgré tout, j'ai l'impression que ça évolue. Parce que, vois-tu, cette année, tu sais, on a quand même vécu un petit traumatisme à OD, l'année où il y a eu le fameux scandale avec les intimidateurs. Oui. Puis là, on a vécu quelques saisons, je vais dire, un petit peu plates. Suite à ça, où là, on essayait d'être plus conservateur, Ouais. pas que ça dépasse, de rien dire qui pourrait choquer ou... On s'est essayé ou à créer l'inclusion. On parlait d'inclusion. Il y a eu, Oui, il y a eu plusieurs tentatives des femmes différentes. trans. Absolument. Puis là, cette année, j'ai l'impression... Puis là, je veux pas qu'on se lance des fleurs avec Tentation au soleil, mais j'ai l'impression que Tentation a dédouané un petit quelque chose, puis que ça a ramené le petit côté spicy d'Occupation Oui. Double qu'on aime. Puis je trouve que les candidats, ils sont assumés. C'est ça que j'allais dire. Le casting, ça, Ouais. il est-tu différent? Bien, au niveau des candidats, je pense que ça reste des gens qui vont là pour une multitude de facteurs. Il y en Ouais. a que c'est la pote du gain, il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent être connus. Puis ceux qui veulent être connus, il n'y a plus de... Il l'assume. C'est complètement assumé. Oui, c'est vrai que c'est- Moi, j'aime ça quand on me prend pas pour une dommée. Tu sais, quand une personne arrive et dit « Moi, je veux faire du chemin en télé ou Oui. j'aimerais ça travailler en communication », puis je me sers d'OD comme d'un tremplin, je suis comme... Bien, c'est un chemin comme un autre. Ben, absolument. Après ça, est-ce que ça va fonctionner? On le sait pas. Mais ça, je trouve que c'est le fun. Puis, il y a quand même plusieurs couples qui fonctionnent. Tu sais, à Il y Occupation en a-tu Double. qui restent après? J'ai l'impression que ça Il y en dure. a plusieurs. Il y en a Il y qui a ont un des bébé, enfants. là, dernièrement. Non, mais il y en a plusieurs. Ah Il y a un couple qui vient d'annoncer qu'ils attendent un enfant. Fait que c'est plus vrai que les gens vont là que pour une attention C'est ça. médiatique. Les dernières saisons nous ont montré qu'il y avait des couples qui perduraient dans le temps. Fait qu'il y a un peu de tout. Puis si Laurie est aussi au courant, c'est parce qu'elle l'a écouté pendant Ben, longtemps. Et là, tellement. non, mais ils t'ont perdu. Ils m'ont T'as perdu. abandonné. C'est la deuxième saison que je n'écoute pas Occupation Double. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Là, j'étais dès la première saison. Mais là, je savais plus qu'est-ce que je regardais, qu'est-ce que je venais retirer de ça. C'est parce qu'on a vieilli. C'est Je des sais enjeux pas. très jeunes vingtenaires, on dirait souvent. Tu sais. Peut-être. Puis je pense que j'aimais pas non plus le climat où est-ce qu'on dirait que les gens regardent pour détester. Ouais. Fait que là, après ça, on regarde sur les réseaux sociaux et tout, puis on fait juste noter qu'est-ce qu'une telle a dit, puis c'est donc ben niaiseux. Puis j'aimais pas cette dynamique-là. Mais plus j'écoute les gens de cette saison-ci, là, je me dis, Elle est est-ce que bonne, la saison. ben, c'est ça, est-ce que je devrais Ouais. réécouter? Mais est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Fait que je suis un peu là-dedans, là. Mais moi, j'aime le microcosme que ça crée, puis les travers, puis les biais de notre société que ça met. Tu sais, je trouve que ça met une loupe C'est vrai. quand même sur des affaires qui, après ça, créent des discussions. Puis moi, c'est ce que j'aime. C'est quand on arrive autour de la machine à café puis qu'on est capable de parler d'un candidat comme Arnaud cette année qui polarise parce que, mon Dieu, il est stratégique, il a gaslighté une fille, il n'y a rien qu'il fait pas, il est insupportable. Mais en même temps, ça montre quelque chose. C'est un, Tout à tu sais, fait. c'est des Qu'est-ce que ça Arnaud, montre? il y en a plein d'autres. Bien, que à échelle égale, tu sais, mettons, il y a une candidate qui s'appelait Naomi, qui était très stratégique, qui l'a dit, bien, elle s'est fait montrer la porte, mais alors que Arnaud, lui, est tout aussi stratégique. Puis lui, son aventure va très bien. Pourquoi? Parce que c'est un gars. Parce que... Histoire de body count aussi, Parce là, que le l'histoire fait de body que- count, Ah tu ouais, fais ça c'est à vrai. l'envers. Lui, il dit, moi, j'ai couché avec 100 filles avant l'âge de 25 ans. J'ai Puis après arrêté ça, de j'ai arrêté compter. de compter. Mais tu mets ça dans la bouche d'une fille. Tout le monde dit que c'est une catin, que c'est une salope, que c'est une charogne. Mais un gars, on fait, ah, c'est drôle. C'est drôle, tu sais. Fait que ça soulève Mais- quand même certaines inégalités, ou en tout cas, ça met les projecteurs sur des Oui, trucs. puis ça nous permet d'en parler. Moi, Mais c'est ce que c'est là, j'aime. moi, où est-ce que je me dis, moi, je le fais, tu sais, Ouais. j'écoute la discussion qu'on a, mais est-ce que dans la société, on amène ce discours-là ailleurs, tu sais, où des fois, les réflexions s'arrêtent à « il a dit ça », mais on Mais je t'avoue que moi, je suis pas un grand consommateur de télé-réalité, mais des fois sur Netflix et tout, j'en ai. Ouais.
il faut que ce soit un peu trash. Je m'excuse, là, si ça devient trop laid, je le regarde pas. Ça fait aussi partie, malheureusement, depuis la première Big Brother à l'époque, Ben oui. la vieille, Mais même ça fait partie du fun. Ben oui, il faut que tu aies des méchants, puis il faut que tu en aies que tu ils aies. savent. Je pense que les gens qui s'inscrivent dans un show comme ça aujourd'hui s'attendent aussi un peu à ça. Mais Faut ils que tu sois connaissent les bon codes, joueur. tu sais, Ben ils l'ont oui. regardé, Oui, ils ont c'est ça. analysé. C'est pas des victimes. Moi, Non, dans non, mon non. cœur à moi, ce sont pas des victimes. Ils sont pas utilisés. Ils sont là de leur plein gré. C'est des Comme adultes Philippe Vincent dit, consentants. ils connaissent les les codes, codes. ils savent comment ça marche, ils se font pas prendre. Oui. Hier soir, tu sais, un autre grand moment médiatique, justement, on a pu entendre un des monologues les plus attendus. Je pense que je l'ai regardé 3 fois. Un des monologues les plus attendus de l'histoire des late shows américains. Je vous rappelle les faits, le mercredi dernier, l'animateur américain Jimmy Kimmel, qui se fait retirer des ondes suite à des commentaires sur le décès de Charlie Kirk. Le réseau ABC a finalement fait volte-face et là, Kimmel a retrouvé son micro hier soir. But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. I don't think there's anything funny about it. I posted a message on Instagram on the day he was killed, sending love to his family and asking for compassion, and I meant it, and I still do. Nor was it my intention to blame any specific group for the actions of what it was obviously a deeply disturbed individual. Oui. Écoute, puis ça roulait partout aujourd'hui, là. Je pense qu'il va battre des records sur YouTube. Ah, c'est pour, sûr. Ah, peut-être, ça se peut, tu sais. Mais quelle histoire qui a fait couler. Puis c'est ça, c'est que ça a dépassé le cadre du talk show aussi. Ben là. oui. C'est devenu un truc devenu politique. politique. C'est devenu la démocratie qui est attaquée encore une fois. Et là, Trump qui veut poursuivre ABC parce qu'ils l'ont Ils l'ont remis en ramené. ondes. Mais tu sais, je pense que c'est Jon Stewart qui disait les humoristes, c'est souvent les canaris dans la mine. Les régimes autoritaires s'attaquent d'abord et avant tout aux humoristes, puis c'est le début de ces régimes autoritaires-là. Je pense que c'est là il y a eu cet éveil-là un peu aux États-Unis, même chez certains républicains qui ont dit, OK, si on commence à s'attaquer à la liberté d'expression, là, on dépasse une ligne qui est trop grande. Puis... On attaque le premier amendement. Exact. Puis les États-Unis sont fondés là-dessus. Ben oui. Charlie Kirk défendait ça, puis les républicains défendaient ça. Donc, c'est un petit peu ça aussi. On est revenu. C'est pas tous les Américains qui l'ont vu, par contre, parce qu'il y a les stations affiliées à ABC Il y qui en a n'ont qui ont pas rediffusé. Puis, tu sais, c'est tout aussi le Kool-Aid là, des gens qui nous écrivaient, ben non, c'était juste à cause de ces mauvaises cotes d'écoute, alors que la FCC a pris le contrôle, suivi de Trump qui a mis de la pression là-dessus. Et C'est qu'est-ce comme qui a été dit là-dedans? Parce que tu parles de Trump, il a un peu répondu. Il s'est pas excusé, en fait, à Trump. Non, puis tant mieux. Je veux dire, pas besoin de s'excuser. Les propos, oui, auraient pu être maladroits ou mal interprétés, mais il dit, regardez ce qui se passe. Là. Ils viennent d'avoir un meurtre et l'équipe de Trump, les MAGA, font tout ce qu'ils veulent, font tout ce qu'ils peuvent pour dire que c'est pas du tout eux, puis essayer de dire, en ce moment, on polarise la mort de quelqu'un. À un moment donné, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis pour s'en faire du capital. Pour vrai, c'était pas si loin que ça. Moi, je me disais, il s'est fait canceller pour ça, alors qu'il a déjà été tellement plus loin Jimmy Kimmel au niveau de ses attaques. C'est que Disney est en train de faire l'acquisition de Fubo. Exact. Et là, c'est la grosse controverse, parce que là, il y aurait trop de concentration dans les médias d'une même compagnie. Et Trump a carrément dit, bien, on va mettre... Ils ont besoin du FCC. Ils ont besoin du FCC. Et là, Qui est un peu l'équivalent du CRT ici. C'est ça. Alors, c'est du bullying. C'est qu'il dit, écoute, vous allez faire ce que je veux, sinon, vous ne l'aurez pas. Puis le gouvernement s'est jamais... Enfin, le président s'est jamais mêlé de ça, ces questions-là. Mais là, lui, il n'y a plus de règle qui tient. Alors, lui, c'est carrément une réponse de Disney avec la grosse fusion qu'ils sont en train de faire, qui est une des plus grosses transitions. Il l'a fait avec Paramount puis 60 Minutes aussi, une entrevue de Kamala Harris. Il poursuit les médias aussi. On est vraiment dans la liberté d'expression pour les plus forts. Puis les autres qui me dérangent, il n'y en aura pas. Bill Maher a fait ça. Quand il avait dit, après le 11 septembre, les gens qui disent que les terroristes, ce sont des lâches, il dit... Ce ne sont pas des lâches, ça prend du courage, à jacker un avion, puis tout ça. Il s'est fait canceller. Ben oui. Mais, carrément, là, il est revenu avec HBO. Mais c'est le même principe. Puis si on reporte il y a 40 ans, le macartisme, ils ont fait exact... Le macartisme, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'était tous les artistes, surtout des cinéastes, qui étaient, entre autres, on les croyait communistes, donc on les sortait d'Hollywood. Maintenant, ils disent que c'est des gens de la gauche, les woke. Maintenant, dans ce temps-là, ils disaient que c'est des communistes. Et ils ne se sont pas tenus debout. Puis ça a été long avant de sortir de ça. Il y en a qui sont partis en exil en Europe. On est au début de qu'est-ce qui va se passer. Ça va dépendre beaucoup, je pense, des élections
Demi-mandat. C'est dans un an, là. Oui, c'est dans Regardez un ce qu'il an. a fait en un an. Ah, mon Dieu. Ah, même pas un an. Même, Des fois, on a l'impression que ça fait 4 ans qu'il est là, justement. Il y a tellement quelque chose à Ça fait les 9 autres. mois. Exact. Puis moi, qu'est-ce qui me dérange à travers tout ça, c'est que je pense aux adolescents qui sont en train de grandir et de découvrir cette société-là dans laquelle ils grandissent. Et là, voici qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Voici qu'est-ce qui se passe aussi au Canada. Quel genre de message on envoie par rapport à la liberté, par rapport à tes opinions, la valeur qu'on donne à la différence? En ce moment, c'est tout ça aussi à travers la nouvelle de Jimmy Kimmel de « Mais là, moi, je suis un ado. Est-ce que, justement, mon opinion compte? Est-ce qu'au contraire, je peux me faire taper sur les doigts parce que c'est pas correct, ça suit pas la norme, la dictature, un peu qui est en train de se mettre? » En même temps, oui, il y a eu de la discorde. Il y a eu aussi, comment dire, une certaine forme de solidarité entre la gauche et la droite. Oui. C'est-à-dire que même un Ted Cruz qui décrit... En fait, que aujourd'hui, jamais je vais écouter Jimmy Mais Kimmel, même, c'est un il disait, je imbécile. l'haïs. Oui, puis là, il a défendu sa liberté d'expression à Jimmy Kimmel. Donc, à quelque part, au moins, il y a des gens qui commencent à faire un instant. Mais qui se sont ralliés autour du thème qui est la liberté d'expression. Ah ouais. Mais la gauche... Tu veux dire les c'est un peu communistes? l'effet boomerang. Parce que la gauche cancelle du monde. beaucoup. Ah, aussi. Puis pendant c'est la la COVID, même là, affaire. il y a Les deux plein de côtés, gens on a de qui vont dire, l'extrême. Hey, vous nous avez traité d'épais, vous nous avez Oui. fait perdre Ben oui. nos jobs pendant la COVID parce qu'on avait des doutes sur les vaccins. Tu sais, on est beaucoup dans ce débat-là. Là, on en parle parce que dans les médias, puis ça nous touche comme médias aussi, mais... On Il y a pas s'ennuie de de dialogue. l'époque où tout était de centre. C'était plate un peu. On dirait que c'est tout extrême. Happy Days. Il y a pas une bonne émission depuis Happy Days. Pas comme dans notre temps, Patrice. Je finis avec des chiffres inquiétants du côté de la politique municipale, parce que là, lors des dernières élections en 2021, 56 des maires, donc les maires des villes, ont obtenu leur siège sans opposition. Donc, est-ce que ce sera encore le cas cette année, avec la campagne électorale qui a depuis vendredi dernier? C'est à suivre, mais ce qui est certain, c'est que Philippe Vincent Foisy, lui, a réitéré. Tu as réitéré. En fait, tu as lancé un cri du cœur, en quelque part, en disant « Allez voter, c'est important. » Bien, il faut l'entretenir, la démocratie. Ben oui. Puis je pense que c'est le Washington Post qui dit Democracy, la démocratie meurt in the darkness. Moi, je dis la démocratie meurt aussi dans l'indifférence. Tu sais. Ouais. Moins on se préoccupe de ça, plus on va avoir des gens qui vont y aller, oui, pour faire les choses comme il faut. D'autres vont juste y aller en se disant Moi, j'ai des terrains, je veux changer de zonage, je vais être maire de ma petite municipalité où finalement, il n'y a pas d'opposition. Il y a aussi des maires qui deviennent comment dire, des rois Ben, ou exact. des, Tu sais, des petits rois des de monarques dans leur fief, là, parce que personne T'as va... d'autres maires qui se font gérer par le directeur général de la ville qui, lui, gère la ville. Puis là, les municipalités savent plus trop comment amener la politique là-dedans. Puis je fais un peu le comparatif avec les élections scolaires. Tu sais, il y a personne là, qui pleure la mort des commissions scolaires, mais on a quand même perdu de la redevabilité. Là, aujourd'hui, Personne n'allait voter, c'est pour ça quand ça existait. Oui, mais quand tu dis ça, C'est ça. c'est quoi? La personne va voter au municipal Ben, c'est dans ça. plusieurs municipalités. Ouais. C'est ça aussi le problème. Mais c'est paradoxal parce que en ce moment, on va dans la santé mentale, là, Oui. on va parler, il y a plus d'anxiété, il y a plus de sentiments d'impuissance. Puis une des façons de contrer ça, c'est de se mobiliser. Exact. Ben Donc, oui. justement, aller voter, autant en commission scolaire, comme tu disais, ou au niveau municipal, c'est de se dire, je prends action, j'ai du contrôle sur l'entourage que j'ai, puis l'environnement. Mais si j'y vais pas... Mais on n'a pas le temps. On est stressé, On il y a dit qu'on la est bouffe, la pressé. job, on n'arrête pas. Fait que, Mais tu sais, faut- après ça, de t'impliquer. Il faut, puis on dit toujours, tu sais, on dit que ça ne te donne rien d'aller voter. Mais au municipal, pour moi, c'est l'endroit où c'est le plus concret. c'est vrai. Tu peux voir des changements, C'est vrai. tu peux vraiment transformer des choses dans ta ville. Bref, au retour, pourquoi la saison de la pêche au saumon était si difficile cette année? Hey, C'était pas meilleur. des choses importantes.
Shop, mesdames et messieurs, la saison de la pêche au saumon a été particulièrement difficile cette année. Et là, je vous rappelle qu'on a un pêcheur d'expérience sur notre plateau, pour ne pas le nommer Patrice Lécuyer. Oui. Pourquoi ça va si mal? Bien, parce qu'il y a de moins en moins de saumon. C'est vraiment ça. L'année passée, c'était terrible aussi. Donc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, vraiment, que ça va vraiment pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, là, mais il n'y a rien qui permet qu'on comprend. Les rivières sont basses, mais ça, c'est surtout en Gaspésie, mais même les endroits où les rivières étaient hautes. Et le problème, il n'est clairement pas chez nous. Là, le problème, c'est en mer. Est-ce que c'est la température de l'eau? Moi, quand j'ai commencé à pêcher, l'eau était beaucoup plus froide que ça. Puis je me souviens que les gens disaient 1 demi-degré de différence dans l'eau. Ça crée des maladies chez le saumon. Puis tu écoute, là, on est rendu à je sais pas combien. Il y a les pêches commerciales. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est sûr que les changements climatiques, ça y est pour quelque chose. C'est sûr, parce que les rivières dans le Grand Nord, apparemment, sont correctes. Et t'offres un témoignage, parce que tu es un amoureux de la pêche, un amoureux de la chasse. Bien, chasse aussi ou... Non, j'ai jamais chassé. C'est plus pêche, c'est ça. C'est pas politique, c'est parce que moi, l'automne, c'est ma grosse saison. J'ai jamais eu le temps. C'est ça, c'est juste pour ça. Bien, bref, il y a un témoignage de Patrice dans le livre de Philippe Vincent Foisy, Chasseur, pêcheur, cueilleur, histoire de forêt et de rivière. Livre magnifique, soit dit en passant. Oui. Il y a des anecdotes, là, des témoignages d'un paquet de personnalités, mais c'est en lien avec... Oui, la pêche, la chasse, mais on dirait que ça revient à... C'est l'amour du territoire. Exact. C'est ça avant tout. Mais tu sais, il y a Marc Séguin, Gaston Lepage, Patrice Gino Chouinard. Qu'est-ce qui regroupe tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'amour du territoire, parce qu'il y en a qui sont chasseurs, il y en a qui sont juste pêcheurs, il y a des cueilleurs aussi là-dedans. Ça s'adresse un peu à tout le monde, mais c'est d'aimer la nature, d'aimer d'être dans le bois, d'aimer... ultimement, c'est d'aimer raconter des histoires. Oui, parce que c'est un truc qui se transmet aussi, cette passion-là. Puis Patrice le fait très bien. Et Patrice, j'adore son histoire. L'éditrice aussi adorait l'histoire parce que ça part de quelqu'un qui a juste décidé d'aimer la pêche, qui l'a découvert tout seul, autodidacte, à celui qui aime mieux transmettre sa passion quasiment que de pêcher des saumons aujourd'hui. Après, oui, T'aimes en parler, c'est ça? J'aime en parler. J'aime amener des gens à la pêche. Ouais. J'aime amener des gens pour la première fois. Il y a des coins au Québec... Les gens n'ont aucune idée de comment c'est beau. Toi, tu vas où, mettons? C'est où qu'il faut aller? En Gaspésie. De la Côte-Nord, la Gaspésie, c'est des endroits... Charlevoix. Il y a des rivières. Écoute, des rivières, l'eau est cristalline. L'eau est pure comme dans les Caraïbes. C'est turquoise à des endroits. Il y a des endroits sensationnels. Le monde est fantastique. Puis être dans le bois, moi, ça a toujours été ça. Moi, me retrouver dans le bois, ça fait 35 ans que je ne travaille pas l'été. Parce que je m'en vais dans le bois. C'est pour ça que tu ne travailles pas l'été, toi? Oui. C'est vraiment pour ça? Ça, c'est en Alaska, par exemple, ce qu'on voit derrière. Ah, bon, tu vois, bien, t'es en arrière, sa petite montagne. Mais dans le livre, il y a un gros chapitre sur la santé mentale. Ah ben oui. Le bien-être d'être dans le bois, on parle de biophilie, comme quoi notre cerveau aime ça, aime la nature, aime le calme, aime ces sons-là, aime passer du temps dans le bois. Puis, tu sais, la cueillette, la chasse, la pêche, puis je sais que la chasse peut être controversée, puis on peut en parler, mais juste le fait de passer du temps dans le bois, de chercher pour des champignons, de connaître la forêt, de mettre des noms sur ce qui nous entoure, de comprendre les rivières, de prendre le temps d'analyser la rivière, de penser comme un saumon, de sortir de notre tête, ça nous fait un bien fou. Puis ça nous ramène aussi à l'aspect humble, tu sais, les humbling, comme disent les anglophones, où on est juste quelqu'un dans cette forêt-là, puis dans cet univers-là. Tu sais, là, on fait de la télé, on est des artistes, je suis pas le chef d'antenne. Là, tu rentres dans le bois, je suis rien de ça. Le chevreuil, il s'en fout, là. C'est ça, Laurie, que ça nous fait? Moi, je le vois même des fois comme une forme de résistance à la dématérialisation. Tu sais, tout est devenu virtuel, tout est comme pas concret. Puis là, quand tu retournes dans la nature, si te frettes, si tu piles dans l'eau, c'est vrai. Vraiment, la nature, ça a cet effet-là de nous amener à devoir nous reconnecter. Puis, tu sais, on parle un peu justement de santé mentale, mais au niveau de la pleine conscience, là, je suis là, je dois observer, apprécier, ressentir. Ah, oui. Dans le quotidien, on est tellement dans le métro, boulot, dodo, ça va vite, on est stressé, Mais là, dans la nature, faut que j'aie une autre posture. Puis cette autre posture-là, elle fait du bien. Puis je pense que moi, j'ai jamais pêché, mais de d'autres façons, on est capable de recréer cet espace-là qui nous amène cet apaisement-là dans le quotidien et se dire, ça existe encore, ça aussi. Il faut que je revienne à ça une fois de temps en temps. Puis s'ennuyer, là. Moi, je suis dans une cache, là. Pendant combien de temps? J'attends le chevreuil, là, pendant Attends, mais faut qu'on explique. Là, tu dis une cache, c'est parce que tu chasses. Je chasse. À l'arbalète. À l'arc. Ouais. As-tu déjà chassé? As-tu déjà attrapé quelque chose? Tué. Ben, oui, du petit gibier, du lièvre. Mais rien de gros encore. Mais j'attends mon chevreuil encore. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans que j'ai commencé. Je suis parti, moi, ma famille ne chassait pas. J'ai décidé ça un peu comme ça. Mon parrain chasse, fait que c'est avec lui que je chasse. Puis ça prend du temps. Puis ce qui était le fun dans l'écriture du livre, c'est que j'avais des témoignages. Parce que c'est difficile d'abattre un animal. On aime les chevreuils, on aime la nature, on aime les animaux. Puis de tous les temps, il y a des peuples autochtones qui se sont contés des histoires pour
comprendre pourquoi on a le droit de tuer un animal qui a une conscience, qui nous parle, qui nous communique, qui est des fois, dans certains peuples, même la réincarnation de quelqu'un qu'on connaît. Tu sais, on est des chasseurs empathiques, on a de l'empathie pour ces animaux-là. Êtes-vous hypersensible? Parce que là, si tu vas jusqu'à quasiment ressentir ce que sent l'animal que tu vas tuer... Bien, en tout cas, on est en hypervigilance, ça, c'est clair. Si j'ai besoin de le sentir, de l'entendre, de le voir avant de le voir. Mais si pour le tuer, faut que je sois capable d'être conscient que je vais abattre un animal que j'aime. J'aime les chevreuils, je les haïs pas. Là. Moi, je pense quasiment qu'il y a plus de respect des fois que versus je m'en vais acheter ma viande à l'épicerie dans un petit contenant plastique. c'est vrai. Je pense que des fois, quand j'entends les gens qui vont chasser, c'est moi, j'ai tellement un respect pour la nature. Je sais qu'est-ce que je vais faire justement de cet animal-là. Il n'y a pas de perte. Souvent, là, moi, mon parrain, c'est un grand chasseur aussi. Puis l'appréciation puis l'affection qu'il y a pour la bête fait en sorte qu'il ne voudra rien perdre. Puis quand on en mange... Là, parce que c'est difficile de tuer. Oui, parce que ça demande émotivement aussi. Puis ce que j'allais dire, c'est que je peux m'ennuyer beaucoup. Avec ton arc. Pendant 5 ans, là. À attendre, c'est longtemps. Mais c'est très drôle parce que le saumon, on ne tue pas. On n'a pas le droit de tuer le saumon, on le remet à l'eau, tu sais. Ouais. Mais c'est très émouvant de remettre un saumon à l'eau parce que d'abord, c'est pas un poisson, c'est une bête. Ah, on a une photo de toi, je ne sais pas si c'est un saumon. Ah, ben ça, c'est toi? Un saumon, Regarde ça comme c'est beau. des rivières comme ça qu'on a au Québec. Là. Oh my God! C'est fantastique. Ça, c'est en Gaspésie, ça? Oui, sur la rivière Ria. C'est fantastique. Écoute, quand tu remets un saumon à l'eau, là, tu peux pas prendre... Une fois que tu l'as pris, tu peux pas le remettre à l'eau, il va mourir. Donc, tu le laisses le nez dans le courant et tu sens son cœur battre. Quand il vient de combattre, tu as des Ben oui, c'est clair. Et là, tu as la main dessous, il ne faut pas que tu sortes de l'eau pour pas enlever son limon, rien. Et tranquillement, tu le sens se calmer. Ça, c'est mon tout premier saumon. Hey, c'est-tu gros? Je portais des C'est 26. énorme. Et là, tu vois que quand il est calme, tu vas le retenir tant que... Et ça peut être long, là. Mais quand il va être assez fort, tu vas essayer de le retenir, il va partir. Puis il part tranquillement. Il donne un coup de queue, là, tasse-toi. Il n'y a rien à faire. Mais il y a quelque chose du rituel, tu sais. C'est comme l'arc. Moi, je tripe sur un de mes films québécois préférés, c'est La Bête lumineuse de Pierre Perrault, un documentaire sur la chasse. Puis ça m'a toujours fasciné, le personnage qui suit. Et justement, est avec son arc. Puis pour lui, il y a quelque chose de la poésie et du respect de la bête. Ouais. Parce qu'il chasse avec un arc. Pourquoi toi, tu chasses à l'arc? Peut-être parce que c'est compliqué. J'aime le défi. J'aime le défi. J'aime le fait que ça m'a pris du temps de devenir bon au tir à l'arc. J'ai changé d'arc l'année passée, puis ça m'a repris comme toute une saison à réapprendre à tirer, retrouver mes repères. Puis j'aime ce travail-là, cet artisanat-là. Puis je me dis, je donne une chance à la bête. J'en donne une méchante grosse année après. Ça fait 5 ans. Mais quand ça va... Non, mais il y a quelque chose avec le gun aussi qui est confrontant. Mais les armes c'est vrai. Ça fait la fille d'un monsieur m'a dit ça fait 60 ans que mon père chasse, puis il n'a pas encore tué. Oh mon Dieu! C'est quoi? Ça, c'est de la résilience. Mais j'avoue que le gun, on dirait que juste de tenir le gun, il y a quelque chose de noble dans l'arc. Mais vous allez trouver le livre, c'est vraiment très, très beau. Là. Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, histoire de forêt et de rivière dans toutes les librairies. D'autres pêcheurs, tu sais, qui auraient pu se retrouver dans le livre, ce sont les ours, mesdames et messieurs, qui se préparent à hiverner en ce moment. Et d'ailleurs, c'est le moment de voter. On vous en parle chaque année, mais on aime beaucoup cet événement-là, nous autres. L'ours qui a le plus engraissé. Et là, on va déterminer le gagnant de la Fat Bear Week 2025. Fait que là, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, on va connaître le gros gagnant dans une semaine. Fait que là, faut que tu votes ton ours préféré. Oui, c'est l'aime, Au retour, le chirurgien qui a fait la première greffe de visage au Canada, Dr Daniel Borsuk.
longtemps, le printemps 2018. Première greffe de visage réalisée au Canada sur un patient. L'histoire fait le tour du pays et c'est là que le nom du docteur Daniel Borsuc devient connu. Docteur Borsuc, qui vient de lancer le livre Reconstruction, incursion dans l'univers de Daniel Borsuc, chirurgien plasticien, sous la plume de la journaliste scientifique Marie-Pierre Elie. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Là, c'est peut-être une question à laquelle vous répondez souvent, mais nous autres, on est de simples moldus ici. Là. Comment on fait ça, une greffe de visage? Vous voulez tous les détails? Bien, pas tout, mais on prend le visage. Mais la peau vient d'où? Oui, il y a un donneur. Alors, Qui est-il? De façon que ça marche, premièrement, il faut avoir une patiente qui... Il n'y a aucune autre façon de reconstruire son visage. OK. Alors, il n'y a pas une façon de restaurer son visage comme avant la blessure. Et il faut que le receveur comprenne tous les effets secondaires qui viennent avec ces genres de chirurgie, qui sont énormes. Et c'est très douloureux, entre autres. C'est pas douloureux. Ah, c'est pas douloureux. Je pensais que ça faisait c'est pas mal. douloureux. Tous les nerfs sont coupés, fait que ça fait pas mal. Ah! C'est juste, c'est long, la récupération est très, très difficile. Maintenant, pour la technique, il faut avoir un donneur, une mort cérébrale, qui est déjà un donneur pour des autres organes. Ça veut dire que si vous avez signé votre licence pour être un donneur, que j'espère que vous avez Absolument. signé... Est-ce que ça veut dire nécessairement que je peux donner mon visage? OK. Pas du tout. Mais là, si, mettons, malheureusement, vous êtes une mort cérébrale et votre famille voit que, oui, il a signé sa licence, là, on voit que votre visage match avec mon receveur. Ça veut dire que la peau est la même couleur, votre sang est le même type, les poils sont pareils, les os sont la même largeur, grandeur, projection. Donc, c'est beaucoup de cases à cocher pour la Oui, et j'ai tous des modèles 3D qui fit sur les donneurs potentiels pour assurer que ça fit avec mon receveur. Si là, votre famille sont approchés puis dit oui, en fait, on a besoin plus de visage de Sébastien, vous pouvez le prendre. Là, on va vous transférer à notre centre à Maisonneuve-Rosemont et on va enlever la peau, toutes les os à partir de les yeux, mâchoire en haut, mâchoire en bas, toute la peau, nerfs, muscles, tout. Tout est gardé en vie par les artères, les carotides et les jugulaires. Tout ça ensemble, puis on rebranche ça sur le receveur. Donc, vous le faites avant, le patient vivant, mais en mort cérébrale. Exact. OK. L'intervention Oui. dure combien d'heures? La moyenne, c'est 30 heures. Nous autres, ça a pris 30 heures. Ma première, ça a pris 36 heures. La deuxième, ici au Canada, ça a pris 30 heures. Mais comment on reste debout pendant 30... Comment ça fonctionne? Vous êtes des équipes qui prennent un relais? Exact. Fait qu'on est 10 chirurgiens. On pratiquait pendant des années sur des cadavres et tout le monde a des gestes spécifiques à faire. Fait que je sais qu'après 4 heures, Oui, tu peux plus. Je peux, mais c'est mieux de ne pas le faire trop. Ouais. Ouais. Et c'est un tour de rôle, on opère. Et vous êtes la chirurgienne, après vous êtes l'assistant, après vous prenez votre break. OK. Et c'est comme ça que ça marche. Une petite sieste? Et oui, pas le choix. moi, j'ai pas pris une sieste parce que j'étais le chef d'orchestre. Et j'ai une centaine des personnes qui travaillent sur notre équipe, dans toutes des 2 salles au même temps, le receveur et le donneur. C'était beaucoup. Donc, moi, j'ai pas pris une break, mais comme chirurgie comme telle, oui, tu opères pendant 4 à 8 heures. et tu tournes, ouais. Mais au niveau identitaire, tu sais, moi, c'est un peu ça, le receveur qui se retrouve à avoir le visage de quelqu'un d'autre. Il y a la famille aussi qui est encore... Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est offert pendant longtemps? Comment ça se passe? Alors, pour le receveur, il y a une psychiatre qui suit nos patients pendant les années avant qu'on accepte de faire la greffe. OK. Alors, ça prend une personne avec une Santé mentale. une santé mentale forte. Il faut qu'il soit vraiment fort mentalement. Et les psychiatres nous vont vous dire, oui, c'est pas une bonne patient, oui, il est idéal. Et là, si on voit que psychologiquement, il va être capable, là, on va procéder avec peut-être... Puis est-ce qu'il faut que le donneur soit dans une région éloignée pour pas que la famille croise c'est ça. le receveur? Disons que moi, je donne mon visage, là, je meurs demain, puis là, c'est Patrice qui a besoin d'une greffe. Il se ramasse avec mon visage. Je sais pas à quel point il va me ressembler, mais si mes enfants croisent Patrice... Ils vont pas le reconnaître. C'est quand même incroyable comment c'est différent. Ah oui? C'est quand même incroyable comment tu assumes ton personnalité, ton visage d'avant. Comme avec Maurice, lui, sa femme, Gaëtane, a toujours dit, c'est incroyable, il ressemble à Maurice avant la blessure. Ah, Et si ouais. vous regardez les photos, il ressemble presque pas du tout de le donneur. Même si c'est toutes les os et tout, là. OK. Au même temps, on a raffiné son nez un petit peu, on a fait OK. une petite rhinoplastie pour que Oui. ça apparaisse moins comme le donneur. Mais malgré tout, tu ressembles vraiment toi-même et pas le donneur. Alors, Incroyable. de ne pas avoir un visage, c'est une brise d'identité. De finalement avoir un visage, là, Après un trauma, en t'assumes plus. encore ton homme.
Et alors, c'est quand même incroyable ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu allais dire, ma Pierre? Qu'est-ce qui peut causer En fait, comment on se retrouve à avoir besoin d'une greffe du visage? Brûlure? Alors, les plus fréquents, c'est les blessures par balle. Au monde, il y avait 50 qui étaient faites au monde à date, puis presque plus que 2 tiers étaient les blessures par balle, les tentatives de suicide. Personne n'a jamais tenté après la première tentative. Et après ça, c'est les brûlures et les tumeurs. Il y a quelque chose... Ah, ben oui. Oui, il y a des tumeurs comme de congénitales, de neurofibromatose, et le visage sont vraiment défigurés. Il n'y a rien qu'on peut faire à part d'une greffe de face. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup là-dedans, c'est l'humour. Vous n'avez pas le choix. Il faut que... Il y a un relâchement quelque part. Il faut qu'il y ait une, comment dire, un presto. Soupape. Une soupape, merci, parce que sinon le presto va sauter. Là, c'est trop anxiogène et tout ça. Et on voit le lien qui s'établit entre vous et les patients. Donc, j'imagine, oui, pour le patient, c'est un changement de vie. Sa vie est transformée. Vous, est-ce que ça transforme votre vie de croiser tous ces gens-là? Oui. C'est parce que tu vois... Moi, en médecine, ils nous enseignent d'essayer de garder une petite distance parce que vous êtes capable de prendre de meilleures décisions. Moi, j'ai de misère avec ça. Je suis très émotive avec tout le monde. Mais surtout avec ces patients-là parce qu'ils souffrent tellement, là. Et je le vois pendant les années, même avant de faire la chirurgie. Celui qui est sur notre liste d'attente actuellement, Eric, il nous appelle. Avez-vous une donneur? Qu'est-ce qui se passe? Et il cherche... On est l'espoir pour eux autres, c'est immense. C'est combattre le désespoir. Je n'ai pas de visage pendant... ça m'isole, ça me fait vivre de la solitude, je me reconnais pas. Les relations, ça doit être compliqué aussi. C'est très difficile. Et surtout, c'est pour notre deuxième patient maintenant, Eric, il y a 2 filles. Elle ne veut pas sortir nécessairement avec lui en public. Et de le voir son père de même, sans visage, c'est vraiment, vraiment difficile pour les jeunes filles. Et lui, notre deuxième patient, il est aveugle. Ah, mon Dieu! J'ai dit à Eric, why are we doing this? Pourquoi on fait ça? C'est que tu le vois pas. Il m'a dit, tu comprends pas. Je sens de monde qui me regarde. Même si je les vois pas, je les sens partout. Et les commentaires sans arrêt. Fait que lui, ce serait le prochain si tout va bien. Oui, c'est ça. Il dit, à chaque jour qu'il vient pour me voir, c'est le pire journée de sa vie. Je dis, Eric, pourquoi? C'est pas gentil. Il dit, non, mais quand je suis assis dans votre salle d'attente, il y a toujours des personnes qui m'approchent. Ça, c'est à Maisonneuve. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à chaque jour, je dois raconter l'histoire. Il dit, c'est horrible de venir en public parce que tout le monde pose la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'avait dit ça à un moment donné, là, les gens qui sont malades, que vous rencontrez, parlez-leur d'autre chose que de leur maladie. Sinon, ils passent la journée à expliquer ce qu'ils ont. S'ils veulent t'en parler de ce qu'ils ont, ils vont t'en parler. Ils vont le faire. Peux-tu faire, quand tu sais quelqu'un, par exemple, a le cancer, on n'a pas le droit, pas dire comment ça va, comment ça se passe. Parler d'autres choses. On dirait que c'est naturel, on dirait qu'on le fait sans s'en rendre compte, évidemment, mais... Non, mais si, mettons, Marie-Pierre, tu as une bouton, tu veux pas que je dise... What? C'est quoi cette bouton-là? C'est vrai. Je suis content que t'en parles. Parce que c'est un 2 têtes. Il est vraiment, là, il est coriace. C'est un 2 têtes, c'est quoi vrai? ça? C'est un sous-chair. Ah, il y a mon 2 Dieu. têtes. OK. Ben, on aura été... C'est un bicéphale. Mais t'as pas besoin d'une greffe de visage, je te rassure, on n'est pas rendu. Mais vous avez dit que vous êtes un psychiatre avec un bistouri. Oui. Je trouve que ça résume bien. Vraiment. Mais c'est à lire, le livre Reconstruction, incursion dans l'univers de Daniel Borsuc, chirurgien plasticien. C'est en librairie partout, mais vraiment. Puis il y a des histoires très, très, très touchantes là-dedans aussi. Puis là, on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi les greffes qu'on rejette, comme une femme à un moment donné qui se fait greffer une main et son corps le rejette. C'est comme si ça... il y a quelque chose, son corps ne la veut pas. Bref, c'est à lire. Merci beaucoup, Dr. Borsuc. Oui, tu veux? Merci beaucoup. Et voilà, je fais don de ça. Au retour, le phénomène K-pop, Demon Hunters. Ben oui, on est rendu là. On vise le top du top. J'essaierai pas la note.
Cette fois, on les tient. Vous croyez qu'on allait vous laisser nous piquer nos fans? Il faudrait peut-être nous affronter pour ça. Ok, j'ai l'air d'être mignonne, mais quand je balance mes mots, je suis la patronne. On a tout donné pour être des championnes. Nous, on s'est... Ouais, l'avion est foutu. Bon, attention, question quiz. Le film le plus populaire cet été, c'est quoi? Est-ce que c'était Superman, Monde Jurassique, Mission Impossible? Non, c'est les images que vous venez de voir. K-Pop Demon Hunters, les guerrières de la K-Pop. C'est la version française. Et le long-métrage a battu des records de visionnement sur Netflix. C'est ça au point de devenir le film le plus regardé de l'histoire de la plateforme. De tous les films qui sont sortis, de tout ce qui est sorti sur Netflix. Qu'est-ce que c'est? Moi, mes filles encore m'ont pas... Ils n'ont pas fait ressentir le besoin. Ils n'ont pas basculé dans le dark side. Non, fait que j'attends que ça vienne. Mais ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Huntrix, qui est un groupe de musique féminine, vraiment un girl band. Qui font de la K-pop. Qui font de la K-pop, donc la musique coréenne populaire. Ouais. Ce sont des chasseresses. Donc, c'est elles qui chassent les démons et qui protègent la civilisation des démons qui mangent l'âme des gens. Ah ouais? Puis la chanteuse principale, donc Rumi, qui est celle qui a les cheveux mauves, elle est moitié-moitié. Donc, personne ne sait qu'elle est moitié démon, qu'elle est comme un accident de parcours, que sa maman était une chasseresse, mais on ne sait pas exactement. Le film ne nous amène pas non plus complètement dans les dessous de cette histoire-là, de pourquoi elle a les marques des démons. Mais bref, elle les chasse. Et comme Harry Potter, qui est un peu... un petit peu de méchant, lui, on dirait, tu sais. Puis ta question, c'est pourquoi ça marche? C'est le bien, le mal. Fait que là, dans les démons, pour combattre les Huntrix, ils partent un boy band, donc pour faire compétition, qui s'appelle les Saja Boys. Parce que les démons peuvent être des humains. Oui, exactement. Puis là, bien, évidemment, ça prend une histoire d'amour. Fait que là, Rumi et Jinou, qui est comme le lead singer du band pop... Ben, il s'appelle... Pas Gino. Pas Gino comme... Chouinou. Gino Chouinou. Exactement. À ça, je pensais, j'étais là, c'est le Gino Chouinou, le plus sexy du monde. Mais c'est Ginu. J-I-N-U, mais qui prononce Ginou. Mais ça me faisait beaucoup rire, puis je pensais tout le temps Gino Chouinou. Puis, bref, c'est ça. Fait qu'il y a comme cette histoire-là qui... Mais le grand secret de pourquoi ça marche, c'est les tunes. Je l'ai écouté 578 fois, moi. Mais non, à la maison, je vous le jure. C'est pour ça que je peux ouvrir cette porte-là. La chanson. C'est quoi? Puis l'âge du public, c'est qui écoute ça? Mais c'est très vaste parce que on attaque vraiment les pré-ados, ados, mais donc les plus jeunes veulent l'écouter aussi. Puis les parents se laissent prendre au jeu parce que les tunes sont accrocheuses, parce que c'est vraiment très bon, parce que c'est bien fait. On nous amène aussi dans tout l'univers coréen qui est très, très à la mode en ce moment, surtout sur les plateformes comme TikTok et Instagram. 4 tunes qui sont dans le top 10 en ce moment du Billboard Hot 100. 4 tunes sur le top 10. Même numéro 1 sur Spotify, faut le faire. tout l'été avec Golden. Puis, tu sais, la chanteuse, elle a vraiment une voix exceptionnelle, là, dans la version anglophone, même dans la version française. Tu sais, elle chante... Moi, j'ai pas de notion en musique. Je pensais que t'allais le faire. Non, mais elle est en voix de tête, dans une une note très, très haute. Elle est en voix de poitrine, puis c'est vraiment impressionnant. Fait que, tu sais, moi, c'est pas rare que je suis sur la route, là, puis genre, je vois du monde s'essayer, puis je suis comme... Vous êtes courageux, les chums! C'est comme le nouveau Let It Go, là, à l'époque de la Reine des Neiges. Encore mieux, parce que c'est de la musique qui s'écouterait à l'extérieur du film. Ah ben oui, complètement. C'est vraiment, c'est poussé. Puis j'ai envie de dire, il y a aussi toute la notion à travers les thèmes, la honte. Tu sais, ça a l'air de rien, mais il y a la honte, il y a le rejet aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose... L'acceptation. L'acceptation par les pères. Fait qu'il y a quelque chose qui nous interpelle aussi, je pense, à un niveau plus personnel. Puis les enfants sont capables d'accrocher autant aux chansons que l'histoire, justement. Sauf qu'ils accrochent. Reconnaître dans un des personnages. Parce que Mira, c'est en anglais, ils disent la troubled child. C'était l'enfant qui détonnait dans sa famille. Puis maintenant, elle gagne sa vie avec ça. Grâce à ça. On a fait une parce force. qu'elle était différente. Mais moi, si je le montre pas à mes filles, c'est ça. C'est parce que j'ai peur de tomber dans le... On va le regarder 708 fois. Mais pourquoi les enfants sont capables de regarder un truc aussi souvent? Surtout de suite. Mais dès qu'ils sont tout petits, la familiarité, la répétition, les enfants vont aimer ça. C'est plus facile à comprendre. Nous, avec nos cerveaux d'adultes, on est capable de faire la suite. Au niveau cognitif, là, on comprend l'histoire, on la voit. J'ai plus besoin de revenir. Les enfants, eux, au contraire, c'est à travers la répétition qu'ils sont capables de découvrir des petites choses, d'intégrer d'autres informations. Et pour les enfants qui sont plus petits, mais les chansons sont accrocheuses. On me dit, je comprends pas tout le récit.
je suis capable quand même, je veux danser. Puis moi, je sais qu'à la maison, mes filles, on fait des spectacles de ça pendant tout l'été. Là, on a été Des forcés Manhunters? Oui, parce que c'était facile aussi à reproduire. Donc, je pense qu'il y avait aussi le sentiment de fierté de pouvoir recréer ça. Les chorégraphies. Oui, Tu sais, je parlais de la vraiment. Reine des Neiges, je sais pas. Moi, chez nous, ça a été comme... L'hiver s'installe Oui, oui. pendant la nuit, la neige est reine à son tour. Le royaume de solitude. C'est là pour toujours. Là, Ah oui, c'est ça. Non, mais toi, t'as dû regarder Harry Potter à peu près 700 fois. Quand à chaque Noël, on s'y retape toutes là, dans fait que je veux l'ordre. dire, il y a ça aussi, ça vient combler un certain réconfort. à un moment Oui, donné. c'est vrai, c'est vrai. Un bon En même temps, sac les de films de chips. Noël, on les Il va y regarde avoir à une chaque suite, année. fait que plonge, Ben, il y a une suite, c'est ça. Dans 1 an ou 2. C'est pas fini, mais il y a une suite qui est en préparation. Après la pause, on souligne les 50 ans de carrière de Pierre Houd, mesdames et messieurs. Ouais, moi aussi, la Reine des Neiges.
se le dire, on le connaît entre autres pour être la voix des Canadiens de Montréal, alors que pourtant, il fut une époque où il rêvait plutôt de devenir comptable. Et il a fait le bon choix de carrière, on dirait, parce qu'on célèbre cette année ses 50 ans de métier. Bonjour, Pierre. Bonjour, Sébastien. Bonjour à ton magnifique plateau. Ah, ben là, mon Dieu. Bonjour aux gens. Le plateau d'abord, les humains Quelle émission intéressante. Je savourais en coulisses. Ah, ben là, c'est gentil. Mais là, on a tous réagi comme ça. Nous, moi, avant, je le savais. Comptable. Oui. Bien, en fait, la radio, au début, c'était mon emploi d'étudiant. Donc, j'étais au Cégep Bois-de-Boulogne en sciences de l'administration. J'avais déjà choisi d'aller au HEC parce que ça m'intéressait, l'administration, la gestion. Et puis, l'opportunité est arrivée à CKAC quelques mois après Paul. Et puis, j'ai commencé en août 75, les nuits de fin de semaine, comme tout le monde faisait, à opérer la console nous-mêmes. On faisait 6 heures d'antenne. On était payé 30 $ par nuit. Vous faisiez quoi, de la musique? Ou on faisait de la musique. CKAC avait des soirées et des nuits musicales. Okay. Parce que les FM s'en venaient. Hein? Donc, CKAC essayait de rivaliser avec les FM. Alors, donc, les belles voix de l'époque, les Claude Saucier, Jacques Lemieux, moi, j'étais les fins de semaine. On faisait vraiment de la radio musicale. 3 pièces, une intervention, 2 pièces, et ainsi de suite. Et donc, c'était mon emploi d'étudiant. Et quand je suis entré au HEC, j'allais être comptable agréé. C'était mon plan de carrière jusqu'à ce que j'en sois à ma 3e année de bac. Et là, j'ai réalisé... Parce que là, j'ai transféré à C'est quoi? Puis là, j'ai eu des années absolument capotantes en radio musicale. Et là, j'ai réalisé que c'était mon métier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une 4e année de bac en marketing qui était beaucoup plus proche de l'univers des communications. Ben oui. Ça a été la plus belle année d'université de ma vie. J'ai eu un plaisir fou. Et quand je suis sorti des HEC en 80, je suis sorti dans la bonne direction. Donc, et ma carrière a commencé. Et je le dois à ma première épouse, parce que j'ai marié ma petite sweetie d'école, Céline. Et Céline, c'est son père qui était comptable agréé. Puis elle a dit, tu fais ça pour mon père, puis c'est pas correct. C'est pas là que t'es bon. T'es bon à la radio. Puis elle dit, moi, vas-y, tu t'en vas à la radio. Ah, c'est même beau. Est à l'écoute, je lui on la remercie. Ben oui, ben oui. Je sais pas si on remercie le Journal de la Presse, en tout cas pas celui du 7 octobre 89. OK, je vous lis ça. Toujours à RDS, signalons l'arrivée de Pierre Houd, transfuge de Radio-Canada, qui aura la lourde tâche d'effectuer la description des matchs de la LNH diffusés par le réseau. Souhaitons-lui tous bonne chance. C'était où, ça? Ça, c'était dans la presse du 7 octobre 89, mais c'est beaucoup de pression. Étiez-vous nerveux? J'en reviens pas, on parle de ça comme si vous étiez le nouveau pape. Bien, c'est drôle parce que la presse a donné une très bonne critique le lendemain, mais c'est dans le fond Mario Brisebois du Journal de Montréal qui m'a ouvert la porte. Parce que Mario a écrit quelques semaines auparavant, RDS, et va vers le mur, a toujours pas trouvé son descripteur. Ah, il manque un descripteur. Puis moi, j'étais entré au service des sports de Radio-Canada, et c'était un peu un rêve d'enfance. Alors, je me voyais pas nécessairement dans la mire d'RDS. Et mon ancien patron à CFGL, qui s'ennuyait de moi, était très ami avec le grand patron d'RDS. Là ou non, comme hasard. Ils ont décidé de me faire une offre conjointe et je suis entré. Vous saviez quel âge à cette époque-là? Là, à ce moment-là, c'était en 89. J'avais 32 ans. Et là, avec Yvon Penneau, mon premier, Yvon Penneau, mon premier collègue, mais j'avais déjà fait beaucoup de piges dans le sport à Radio-Canada, donc j'étais confiant. J'étais pas au-dessus de mes affaires, comme on dit en québécois, mais j'étais confiant. Et j'ai donc décidé de plonger. Et ça a été... vous voyez la photo, là, avec... Mais c'est extraordinaire, parce que lui, il a commencé dans les belles années du Canadien. La dernière Coupe Stanley, ça va. Mais toutes les années où le Canadien était poche, avec des joueurs qui se poignaient le derrière. Moi, j'avais des billets de saison, j'ai arrêté parce qu'ils m'écœuraient, les gars. Mais toi, tu as réussi à nous faire aimer le hockey tout ce temps-là, même quand c'était une gang de... En tout cas, moi, il y a encore une affaire que je suis pas capable avec les joueurs de hockey. Moi. Oui, pas capable après une semaine d'être capable de dire merci beaucoup. Oui. Ça me tue, là. T'as pas de patience. Tu vas une semaine au Mexique, tu es capable de commander un Mexicain. Bon, mais malgré ça, tu as réussi à nous faire aimer cette gang-là. C'est gentil, Patrice, parce que c'est mon rôle, dans le fond. Je dis tout le temps, nous, on n'est pas les vedettes, on est l'intermédiaire. J'ose croire qu'on est un intermédiaire encore essentiel. Mais surtout que vous vous préparez beaucoup. On peut-tu parler de ça? Parce qu'on n'arrive pas là comme... On n'improvise pas là, comme présentateur, comme descripteur, en fait. Combien d'heures de préparation? Ça dépend des matchs, mais là, on est dans les pires préparations, Sébastien, les matchs préparatoires. Tout est nouveau. Tu vois, là, pour mes 3 premiers matchs, il y a à peu près 65 joueurs sur les listes officielles. J'en ai préparé à peu près 200, 200. Parce que tu sais pas qui va jouer. On a eu l'alignement des Flyers hier à 11 h le matin. Donc,
c'est là que je suis content, au cours de l'été, d'avoir préparé tous les jeunes joueurs, tous les joueurs recrues dans l'organisation des Flyers, par exemple, celle des Pingouins. Quand tu dis j'ai préparé, ça veut dire c'est des cartons, c'est des fiches. Je travaille au bon vieux Word sur mon ordinateur. J'ai 2 colonnes sur une page qui sont les attaquants. Sur l'autre page, j'ai 2 colonnes, de défenseurs et gardiens de but. Et là, bien, sur à peu près 4 ou 5 lignes, j'ai la fiche de l'an dernier. La première ligne, j'ai le physique du joueur, son âge. Après ça, j'ai les chiffres de l'an dernier. Après ça, j'ai où a-t-il été repêché? A-t-il été échangé? J'ai toutes les transactions. Tu retiens tout ça par cœur ou tu l'utilises C'est une bonne question, Philippe Vincent. J'essaie d'en retenir le plus possible par cœur, mais au moins, quand je le fais, je l'assimile sans même m'en rendre compte. Tu sais, t'es journaliste. Oui, ça rentre. C'est un peu comme ça. Ça rentre, puis on s'en rend pas compte que ça rentre. C'est quelque part, là. Bang! Tu dis, comment? J'ai connu ce nom-là. Je m'en vais sur faire une recherche. Puis là, je le trouve dans quelque part sur mon ordi. Un joueur que je n'ai pas vu depuis 6 ans. Puis là, il est rappelé. Et je l'ai sur mon ordi. Il pourrait vendre ça à Noël, le coffret des fiches Pierre Hood. Non, c'est vrai pour les amateurs. J'ai jamais pensé à ça. Tu vois, mais là... tu vois que je n'étais pas un très bon élève des HEC. Non, mais très bon en marketing. Oui, parce que là, il y a une pièce à faire. Moi, je veux tout le temps l'eau dragon. On va y aller, nous autres. C'est ça, exact. Mais tu sais, j'allais dire, on a parlé de la voix du hockey, mais la voix de la F1. Ouais. Moi, je ne savais pas que tu avais été directeur général du Grand Prix de Montréal. Oui. Écoute, ça fait longtemps, ça fait 40 ans. En 85 et 86. Bien, c'était dans mes années de gestion à la radio. Tu sais, je faisais autant de gestion qu'une micro, surtout à CFGL. Et et j'étais proche de l'organisation du Grand Prix par la radio, par les droits de diffusion et ainsi de suite. Et donc, j'étais un peu dans le système et on avait besoin d'un directeur général. Et, enfin, d'une direction générale, peu importe. J'ai remplacé une femme, incidemment. Hein? C'est vrai? Suzanne Payne était avant moi. C'était une pionnière, Suzanne. Elle avait remplacé Normand Legault dans ses premières années. Et Suzanne suivait son conjoint en Égypte pour son travail. Et c'est elle-même qui m'a téléphoné et elle a dit, écoute, on a beaucoup aimé te côtoyer dans l'environnement du Grand Prix. On pense que tu serais un bon DG. Alors, j'ai sauté les 2 pieds joints. Ce que tu comprends pas, Pierre, c'est que pour nous autres, le public, là, à quelque part, tu as un statut semblable aux joueurs de hockey. Parce que je me souviens, quand je t'ai rencontré en Floride, j'étais assez énervé. Je me suis dit, hey, on vient de parler de Pierrot. Imagine-toi, moi, je rencontre Patrice Lécuyer. C'est quelque chose, là. Mais c'est parce que c'est une machine. Mais j'allais dire une machine, entre autres, il y a beaucoup de noms complexe des fois à prononcer, surtout dans l'énervement, ça va vite et tout ça. Puis je voulais juste vous tester, parce qu'on a le meilleur coach en ville pour des noms de joueurs de hockey un peu champ gauche. Non, ça c'est trop facile. On peut commencer avec toi, Marie-Pierre, c'est un vrai nom, mais bon, comment on dit ça? Arbert Djekak. Jacky. Oui, c'est bien Jacky, parce que eux autres, évidemment, c'est un peu difficile à l'orthographe, mais ils sont à Montréal, les 2 frères. Alors, c'est pas long à Montréal, hein, on apprend. Donc, les frères Jacky, ça, je pense qu'on le sait. Leur mère est venue. On le sait maintenant. On a plus difficile quand même. Ça pourrait être Philippe Vincent, mais... Bon, alors, là, je vais vous le dire tout de suite. Il fait toujours miroir. Parce que je l'ai pas lu, moi, encore. Je ne l'ai pas pratiqué. Et là, peu importe qui vous allez dire, ça, c'est un joueur que je connais pas. Et il s'agit souvent de savoir, est-ce qu'il est Canadien, Américain, ou est-ce qu'il est vraiment Européen? Moi, c'est ma grande distinction. Alors, Hunter, ça fait pas mal... Ça fait Canadien, ça. Ça fait pas mal Ontario. Alors, c'est très possible que lui dise, c'est Brustevich, tout simplement, ou Brustevich. Il dit à l'anglaise. Il va sauter, mettons, 1 ou 2 voyelles. J'espère que tu as la bonne prononciation, toi. Non, mais moi, je l'ai pas. Mais non, je veux pas savoir. La fin, là, WICZ. Moi, souvent, ça serait Vitz. Oui, Vitz. Mais on a le temps pour un dernier, pour aller à la pause. Ça serait Patrice pour finir. Ça c'est un Slovène. Avgustinicic. T'es proche, vous êtes proche. Alors, c'est Jaka Avgustinicic. C'est slave. Et selon c'est slovène. Et selon qu'il y ait des ponctuations sur les lettres, comme les langues en slovaque, comme en tchèque, ben c'est tsa ou tcha. Alors, on vient qu'à le savoir avec les accents, c'est C. Wow! Incroyable. Merci. Je pense que ça mérite pour 50 ans de carrière. Bonne saison de hockey. Merci. Est-ce que ça va être une bonne saison? Une excellente saison. Avec l'ambiance est très bonne. Comment ça va se terminer? On a eu 1,5 million d'auditoires, une pointe à 700 000, lundi, match préparatoire. Ça vous donne une idée de l'engouement. Mais il paraît que l'ambiance est bonne. Oui. L'ambiance est bonne. Spirit est bon. Pour ton œuvre. Et voilà. Au retour, Marie-Pierre nous fait son plaidoyer pour... On s'en va ailleurs. Les culottes menstruelles. On s'en va vraiment ailleurs.
m'annonce parce que vous êtes nombreux à commenter comme d'ailleurs, vous êtes très vocaux sur nos réseaux sociaux cette année. On est très heureux. Elena Maria nous a écrit ça. Nous deux, on serait séparés à la naissance. Et là, on m'a dit, on a fait une photo. Il y a quand même quelque chose. Ben là, j'ai enlevé mes lunettes pour qu'on le voit mieux. Grève de visage. C'est une grève de visage, mesdames Il y a et Philippe Dano aussi qui pourrait faire un trio. Ah oui, c'est vrai, OK. Je me suis fait souvent dire... Mais c'est Daniel Borsouk, docteur Daniel, qui nous a tantôt fait une grève. Les gens disent ça de Marie-Pierre et moi aussi. Oui. Les gens nous confondent. Oui, tout le les temps. gens me disent, hey, Marie-Pierre, Ça arrive souvent. T'as changé tes cheveux? Ben, je suis contente parce que moi, ça m'arrive souvent, mais je me demandais si toi, les gens... la te même chose. oui. Ça Bon. Mais un jour, je montrais une photo de mon frère Mathieu. Tu m'as déjà dit ça. Vraiment. Tu m'as déjà dit ça. C'est un peu traumatisant. Mais un jour, Ouais. on vous fera un séparé à la naissance. Là, je disais avant la pause qu'on s'en allait ailleurs. Vous savez, il n'y a pas de sujet tabou ici à l'émission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller au fond des... Non, pas trop au fond des choses, mais parler de culottes menstruelles. Je m'en allais là. Non, mais autrefois, on dirait que c'est un truc grano. Ouais. Tu sais, c'était un peu comme les couches jetables. Et puis, on se disait, oh, c'est juste les femmes grano qui portent ça. Non. Maintenant, même dans les grandes surfaces, ils en vendent. Tu sais, c'est partout. Il y en a partout. Et toi, tu es une adepte. Oui, puis c'est drôle parce que quand elle m'a parlé, elle m'a dit, on pourrait t'en envoyer. Là, j'étais là, ben voyons. J'en ai déjà. J'utilise ça fait des années. Mais c'est fait comment? En fait, là, c'est vraiment, c'est qu'au niveau du fond de culotte. Oui, disons-le. Comme on appelle ça, c'est qu'il y a une espèce de doublure. Donc, c'est doublé avec un produit qui est absorbant. Ouais. Puis, il y a différents modèles. Tu sais, celui-là, il est comme inclus dans la bobette, mais sinon, il y en a qu'on peut rajouter un peu comme sur le même principe que la couche lavable. C'est une espèce de petit insert qu'on peut mettre. Mais ceux-là, moi, je les trouve un peu épais. Puis, moins confortables que ceux qui sont comme ceux-là. Intégrés. Mais ça se lave, donc. Oui, parce qu'on parlait des couches, on est tous des parents Oui. ici, là, puis tu sais, c'est de la job, les couches lavables au début, là, si tu veux t'embarquer là-dedans, c'est un peu le même travail. Ben, non, moi, je trouve que ça se fait très bien. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi, dans un cycle de femmes, Ouais. tu sais, quand tu as utilisé pendant des années tampons, serviettes, à un moment donné, tu viens comme à une certaine écœurantite. Oui, t'es tanné. Puis tu cherches d'autres options. Puis la coupe menstruelle, c'est pas pour tout le monde. Très complexe, puis, paraîtrait-il. Ben, Très technique. moi, je l'ai essayé, puis j'ai fait comme, C'est ça. ça se pourra pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc, la culotte devenait une option vraiment le fun parce que, dépendamment de ton débit, de ton flux menstruel, ça peut devenir une très bonne option, évidemment plus écologique. Faut faire quand même attention parce que certaines d'entre elles contiennent quand même du microplastique parce qu'il y a des filles qui vont décider d'arrêter d'utiliser, par exemple, les tampons ou les serviettes pour ne pas être en contact parce que ça peut faire des Là vaginites, aussi, ben peu oui, c'est la importe. même chose. Mais donc, quand même bien faire vos recherches quand vous allez acheter votre culotte menstruelle. Mais pour la plupart, elles sont Ecotex, donc elles sont certifiées, donc sans polyplastique et tout ça. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun à certaines périodes de mon cycle. C'est sûr que je ne mettrais pas que ça à ma deuxième journée ou à ma troisième journée où là, c'est le plus intense. Peut-être que j'aurais peur de déborder. Mais sinon, pour les débuts puis la fin, puis pour la nuit, parce que la nuit, c'est pas vrai qu'on coule autant, souvent. Fait que moi, je trouve que pour l'option de nuit, puis il y en a qui montent plus haut derrière sur la fesse. Donc, je trouve qu'au niveau du confort puis au niveau de ce que ça... Ben, Oui. puis c'est de l'innovation dans le domaine des produits personnels féminins. Ouais, mais on c'est dit toujours ça. que ça stagne, ce milieu-là. Bien là, on a du nouveau. Mais ça permet d'avoir des alternatives. Je pense que c'est surtout ça, d'amener la réflexion de se dire, bon, ben justement, tampon, c'est pas pour tout le monde, coupe menstruelle, il y a ça. Moi, personnellement, c'est toujours la petite anxiété, là. Tu sais, à quel point c'est absorbant ou non. Je comprends. T'as pas le goût de tester à la limite. on dirait. Non, c'est ça. Ah, non, ça marchait pas. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aime l'idée quand tu dis, ben à travers le cycle, il y a certaines choses que j'utilise plus versus moins, mais au moins, c'est une alternative. C'est ça. Ben voilà. Mais tu sais, comme moi, le petit G-string, là, ça, je me ferais pas assez confiance. Là. Non. Je pense que Je ne suis- j'oserais C'est pas. un peu étonnant, même. Je vois pas beaucoup de femmes. Mais on se disait, tu sais, mettons, sur ta dernière journée, t'as une classe de peut-être. yoga. Tu te dis, bon, je suis pas Pourquoi mal pas? à la fin, je pourrais Pourquoi peut-être. pas? Mais sinon... Je vais encore passer du coq à l'âne. Je l'ai fait tout à l'heure. On parlait de hockey avec Pierre Wood. Et là, on parle des journées de la culture. Parce qu'en fin de semaine, c'est là, les 29e journées de la culture. J'aime beaucoup le thème de cette année. La culture fait du bien. Ça, j'aime cette approche-là. Vous allez me dire, là, c'est arrangé avec le gars des vues. À la maison, moi, je suis mariée avec une des deux ambassadrices. Et l'autre est ici aujourd'hui sur le plateau. Laurie Zéphine. C'est incroyable. Mais pourquoi la culture fait du bien? Mais la culture fait du bien parce qu'elle amène plein d'aspects thérapeutiques. Je donnais l'exemple pendant les conférences de presse, quand il y a eu le décès de Carl Tremblay, des Ben Cowboys oui. fringants. Bon On a exemple. été des milliers à écouter la musique des Cowboys fringants.
Des millions, oui. Ah ouais. Puis ça nous a apaisés. Puis à travers, justement, la culture, il y a aussi des activités comme la danse. On peut en avoir, aller voir un film, peu importe. Ça permet aussi aux gens de se réunir, de parler de quelque chose. On parle de transmission aussi à nos enfants. Moi, je donnais l'exemple. Moi, je suis d'origine haïtienne. Ma mère et ma grand-mère qui chantaient la berceuse créole dans Passe-Partout. Puis aujourd'hui, la même émission, elle a transmis ça à mes enfants et à leurs amis. Fait que quand on s'en va au parc puis qu'on est capable de se parler des mêmes choses, il y a un référent collectif qu'on est capable de créer ensemble aussi. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Moi, j'avais entendu ça à un moment donné à la radio, mais la respiration commune. Quand on va voir un spectacle de théâtre, les arts vivants, ça fait qu'on respire tous à la même cadence. Je suis allée voir mon chum au TNM la semaine dernière et j'ai amené ma fille de 3 ans. Puis j'ai trouvé ça tellement émouvant de l'avoir empreinte de cette énergie-là. Émerveillée. T'es allée voir le show de Kim Chi au TNM? Je vous en parle, j'ai des frissons. Mais je trouve ça beau. Je trouve que ça crée la communion puis le souvenir collectif. Vivre des choses ensemble. Ouais. Vivre ça, on le fait plus. Moi, Mais... ce que j'ai vécu depuis de toute ma carrière, depuis touchant, c'est une femme qui est venue voir mon chat avec son mari. Son mari était un peu particulier. Elle m'a dit, excusez-moi, il est Alzheimer. Mais pendant mon show, il est revenu. J'ai retrouvé mon mari pendant 1h30. Il se rappelait de tout. Il y a tout. Mais il y en a tellement. Incroyable. Oui. Mais la musique fait ça aussi. La musique fait ça, d'aller justement dans un centre de personnes âgées, puis J'en ai mettre de la un, moi, musique. ici, gars. Puis là, il y a des gens qui ont des pertes cognitives qui peuvent justement taper des doigts, avoir envie de danser parce qu'ils se rappellent des choses. Et souvent, les gens ne vont pas nécessairement voir tous les bienfaits de la culture dans leur quotidien. Mais pourtant, il y en a plein. Il y en a plein. J'en ai ici de la culture qui fait du bien pour aller à la pause parce que je fais ça maintenant ici. Mon vinyle de la semaine, Prismacolor de Mélissa Fortin. C'est sorti dans les derniers mois, mais elle est en nomination à la disque meilleur album instrumental. C'est une pianiste. Elle fait de la musique d'inspiration classique, mais elle ajoute des petits synthétiseurs. Moi, ça me parle. De la batterie, de la basse et tout ça. Super apaisant, c'est beau. Moi, c'est mon album de déjeuner les fins de semaine maintenant, depuis quelques mois. Fait que pour aller à la pause, c'est de circonstance cette semaine, la pièce Automne. Bon, on ça, se fait un toast. Ouais, on va se faire un petit toast.
Et hâte que ça finisse, cette émission-là, parce qu'on a toute faim, on parle juste de bouffe d'impôts. Non. Cécile Moreau qui dit « Belle émission ». Bonjour, Cécile. Patrice et Philippe Vincent, venez découvrir la rivière Miramichi. C'est au Nouveau-Brunswick, en pêchant le saumon, un endroit magnifique. Je la connais très bien. Ben voilà. Manon Messier, beau bonjour à Patrice Lécuyer, que j'ai bien hâte de voir en spectacle à Trois-Rivières en novembre prochain. Bon. Et là, je prends la balle au bon pour parler de son nouveau spectacle. En fait, retour sur les planches avec un tout premier spectacle solo. C'est dur de dire ça comme ça. Après seulement 32 ans d'absence sur scène, c'est le titre. Les rodages ont débuté au printemps. Le spectacle part en tournée partout au Québec. Et regardez l'extraordinaire bande-annonce. J'ai jamais eu de plan de carrière. Mais à la télévision, j'ai vécu des rencontres improbables. J'ai grandi devant vous. Pour ça, je vous dis, merci beaucoup. Il m'est arrivé tellement de choses, autant avec mes proches qu'avec de grandes personnalités. C'est sûr qu'on va en rire, parce que tout ce que j'ai vécu m'amène ici, sur scène, avec vous. Je pense que c'est la plus belle promo que j'ai vue pour un spectacle. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est comme toute ta vie résumée en quelques secondes. C'est ma vie, oui. Qu'est-ce qu'on apprend sur toi? C'est ça, c'est un genre de tour de toutes tes aventures. C'est tout. On part de moi enfant, on part de... C'est drôle parce que c'est un show drôle. Là. Oui, c'est de la comédie. Puis les jeunes qui viennent sont surpris. Je sais pas s'ils attendaient à voir un vieux en chaise bassante qui montait des slides. Là. Ah, mon Dieu! Ben oui, ça se passe PowerPoint. mais c'est pas ça pendant tout. Mais c'est... En fait, ce qu'on va apprendre, c'est qui je suis. Parce qu'on le sait pas. Non, on ne sait pas. Mais pas juste au niveau des anecdotes comme telles, mais comment je suis. Moi, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est Diane Lebois qui faisait des costumes au bye-bye pendant des années. Elle est venue me voir à Pointe-aux-Trembles, puis elle a dit, écoute, je disais à mon chum, c'est capoté, elle dit, c'est comme quand tu étais dans le green room au bye-bye, puis qu'il nous parlait, il est pareil. Elle dit, t'es pareil. Il n'y a pas de différence. Puis je suis assez content, mais c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Oui, bien, on sait. Mais c'est vrai qu'il est assez secret. Non, mais c'est fou parce que tu es une icône au Québec. Tu as marqué l'univers télévisuel québécois. Puis je te dis pas ça pour te lancer des fleurs, c'est un fait. Mais on ne sait pas t'es qui. Non. Tu ne parles jamais ou presque jamais de ta vie privée. Tu accordes peu d'entrevues. C'est vrai. Tu diriges toujours les questions vers les autres parce que tu es humble ou parce que tu veux pas qu'on rentre dans ta vie? Écoute, dans le show, j'explique pourquoi. Hein? Oui, et c'est un moment assez fort dans le show. J'explique pourquoi je ne parle pas de moi. Et je dis, j'en ai jamais parlé publiquement, mais vous venez voir mon show. Ça fait des années que vous me voyez, je vais vous le dire. C'est une bonne occasion. Je le mets. Mais c'est le meilleur tease parce que moi, ben oui, vraiment. Là, je sors d'ici, je vais m'acheter des billets, je veux savoir... Mais c'est sûr. C'est un gros chunk dans le spectacle. Les gens font... Puis, tu sais, tu pars en tournée. Là, tes filles sont grandes, tu disais 22, 24, tes filles. Oui. As-tu déjà fait une tournée aussi grosse seule? Ah, j'ai jamais seul, jamais fait de spectacle seul. C'est toi, là. La tournée. Pendant 10 ans, j'ai fait presque ça, de la tournée au théâtre, tout seul. Puis après, avec Bernard Fortin, après ça... Tu faisais Merci beaucoup. On a fait 3 ans de tournée ensemble. Mais là, je suis seul. Mais être seul sur scène, puis ce qui me faisait capoter, là, je suis content. Là, ça fait 42 fois qu'on fait le show. Ça va super bien. Mais c'est très touchant parce que moi, je prenais comme prémisse que le monde m'a vu grandir. J'ai grandi devant le monde. Ben oui, absolument. D'ailleurs, c'est ça que ma fille a vu quand elle a vu la publicité. Moi, ça me touche toujours parce que j'avais 26 ans. Parce qu'ils t'ont rajeuni dans les premières images qu'on voit sur Blanche. Dans la pub. Fait la pub. Tellement un bon coup. Ben oui. C'est chez Entourage qui ont fait ça, Pierre-Luc. C'est incroyable. Il a fait beaucoup d'effets spéciaux. Oui. Ah non, c'est un génie. Vraiment. Et puis, mais à voir. Vous irez voir sur Facebook. Je pense que sur Facebook. Mais il y a le making-of. Allez voir le making-of. Hey, on vous revient demain. Rosalie Vaillancourt, Normand D'Amour, Kevin Raphaël, Marino, Denis et Minou.